Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr ? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois ? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin et que vous allez apprécier ce tout nouveau format que je décide après plusieurs réflexions, des mois de réflexion, de questionnement, de prise de décision, où je souhaite vous proposer des formats plus courts, plus efficaces, où je partage seul mes réflexions, sans toutefois stopper les interviews avec les invités, puisqu'il s'agit toujours d'interroger des personnes extraordinaires sur leurs croyances et comment elles ont modifié leurs croyances au cours de leur parcours. Bien sûr, ça ne s'arrêtera pas, mais en même temps, je me suis dit que pour parler des croyances, j'avais pas sans arrêt besoin d'inviter quelqu'un. Je peux juste partager mes réflexions, parce qu'il y a énormément d'inspiration en fait, dans la vie quotidienne, dans ma vie perso, dans ma vie sportive, dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle. Il y a énormément d'inspiration qui est déjà là. Dans ce que je regarde à la télé, je regarde jamais la télé, mais bref, on va plutôt dire Netflix, dans ce que je lis, il y a toujours un paquet d'inspiration, et je me dis, mais allez, maintenant je vais prendre le micro, et je vais moins inviter de personnes, pour aussi proposer plus d'épisodes, et ce que j'aimerais proposer comme format, c'est une croyance qui va déboucher sur un épisode. Et donc aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de la rancune, la rancœur, et j'entends beaucoup de personnes souvent me dire « je suis rancunier », je suis rancunière. Et ça m'a beaucoup questionné, ça me questionne beaucoup, puisqu'à chaque fois quand j'analyse le comportement de ces personnes-là, je me rends compte de quelque chose. C'est-à-dire que déjà, vous savez très bien que quand on dit « je suis » et ensuite « adjectif », on est déjà dans de la croyance. C'est-à-dire qu'on s'identifie à. Alors, croyance ou pas, il y a sûrement une part de vérité, mais il y a aussi une part de croyance à laquelle on s'attache parce qu'on joue un personnage et parce qu'on tient à ce personnage. Et aussi parce qu'on justifie certains de nos comportements avec ce personnage-là. Donc par exemple, quelqu'un de rancunier qui va dire « bah moi je suis rancunier », c'est peut-être quelqu'un qui, dans l'énergie, dans l'air, après un conflit ou après quelque chose qui a déplu, va avoir un comportement qui est assez désagréable pour l'autre, pour les autres. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'en fait je me dis, mais finalement, qu'est-ce que la rancune ? Alors la rancœur, selon le Larousse, c'est en fait le souvenir que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Et alors là, ça m'a beaucoup interpellée, parce que c'est fort quand même le désir de vengeance. Et je pense que quand les gens disent « je suis rancunier » ou « je suis rancunière », on n'est pas toujours dans la vengeance. C'est pas forcément des gens qui veulent se venger, on est d'accord. Donc ce désir de vengeance m'a beaucoup interpellée, et je me dis, mais pour que ce soit aussi fort, c'est que les gens doivent se tromper de mots, en fait. Et ce que j'analyse de ces gens rancuniers, et moi y compris, j'en fais partie, moi je remarque aussi que je peux avoir un côté où mon comportement va être impacté forcément à la suite d'un conflit. J'ai du mal à faire comme si de rien n'était. Et là, c'est exactement ça, c'est ce que je viens de dire. On a du mal à faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que post-conflit, pour moi, c'est très difficile de revenir à un état normal, comme si s'était rien passé. Si les mots n'ont pas été déliés. Et donc, je remarque que la rancune, finalement, c'est juste un truc dont on n'a pas discuté après un conflit. C'est les mots qui n'ont pas été déliés. On n'a pas exprimé comment on s'est senti. Et il y a une espèce d'énergie stagnante, ça pourrit sous le tapis. Et il y a peut-être une part de nous que ça arrange, car comme ça on n'a plus envie d'avoir affaire à la personne. Et puis hop, c'est réglé, la fuite. Stratégie, la fuite.
Sauf qu'en fait, on sait très bien que ça reste dans l'air et ça nous draine de l'énergie dès qu'on revoit la personne, ou dès que la situation se représente à nous, ou dès qu'on y repense même, ça nous serre le cœur. Et donc ça nous fait pas du bien tout ça. Et ce que je remarque, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on crée des rancœurs et des ressentiments ? C'est parce qu'on passe à autre chose comme si de rien n'était. Et donc, j'en conclus que c'est souvent un manque de communication. On communique pas, on ne dit pas comment on s'est senti, ce qui nous a blessés exactement, ce qu'on reproche à la personne, même si, bon, je suis une fervente de la communication non violente, mais on est humain, avec un cœur, notre tête, etc. On prend pas toujours des pincettes. Mais il y a quand même il y a quelque chose de l'ordre de... on n'a pas posé carte sur table et dire ce qui s'est mal passé, en fait. Parce qu'il y a tellement d'interprétations qu'on fait des uns et des autres. Et aussi, parfois, on a du mal à accepter qu'on ait pu blesser quelqu'un. Et ça, je le remarque chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un souci d'interprétation de l'autre côté. On est d'accord, ça arrive tous les jours. Mais il y a aussi peut-être une manière très brutale qu'on a de parler, ou très rabaissante, et on s'en rend même pas compte, parce que c'est un schéma qu'on a reçu, c'est quelque chose qu'on perpétue. Et on sait plus. En fait, on sait pas ce qu'on raconte, on sait pas la manière dont on le dit, on n'a pas de retour écran. C'est-à-dire que personne n'est là à nous le dire. Et donc, la personne en face qui est blessée ou ça crée un conflit, on va pas comprendre, on va se dire, la personne est méga susceptible en fait. Alors, peut-être que la personne est susceptible et qu'il y a du vrai, mais il y a aussi peut-être une part de on a dit les choses complètement sans filtre, avec notre éducation, notre brutalité, notre façon de penser, sans prendre en considération l'autre en face. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de voir comment l'autre l'a reçu, et d'apporter ce soin à la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse. Et donc ce que je remarque, c'est que les gens qui disent je suis rancunier, je suis rancunière, et où ça reste dans l'air, en fait c'est tout simplement des gens à qui on n'a pas parlé, à qui on n'a pas fait ce travail de débriefing d'un conflit. Et alors justement, en parlant des termes anglais comme débriefing, le débrief c'est vraiment ce qu'on vient démêler, ce qu'on vient expliquer avec des mots, c'est ce qui permet vraiment de libérer la parole. Et alors pour ça, les Anglais ont un terme qui est closure, qui ne veut rien dire en français, fermeture, donc ça sonne très mal en français. En fait, la traduction, c'est le fait de tourner la page, faire son deuil, passer à autre chose. Mais justement, pour moi, ça, c'est des étapes qui viennent après the closure, la fermeture. Et le processus de fermeture vient avec la libération de la parole. Parce que vous savez tout autant que moi que les émotions passent par les mots. Et les mots passent par les émotions. On a besoin de verbaliser nos émotions afin qu'elles se libèrent. J'adore ce proverbe qui dit justement tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, chimiquement, ça reste dans le corps. Et c'est ce qui, justement, nous permet ensuite de pardonner. Alors, je vais revenir sur le principe de pardonner ensuite, qui va avec le ressentiment. Mais c'est très important de faire, justement, cet espace de closure avec quelqu'un, de manière à éviter la rancœur. Et donc, forcément, la personne n'arrive pas à faire comme si de rien n'était. Alors que d'autres arrivent à faire comme si de rien n'était. Et donc, on va mettre ces gens dans la case non rancunier. Donc, soit t'es rancunier, t'arrives pas à faire comme si de rien n'était, soit t'es pas rancunier, et du coup, tu fais comme si de rien n'était. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste. En fait, il y a plein de nuances. Par exemple, j'ai vécu une situation dans le milieu professionnel où j'ai reçu une attaque verbale assez forte, bien que ce soit le fruit de projections et de choses qui n'ont absolument aucun rapport avec moi au final, puisque l'insulte, si j'ose dire, était très déplacée, très dénuée de sens. C'est-à-dire quand on la prend, en fait, on voit bien que la personne a dit ça vraiment sous le coup de la colère et qu'il n'y avait pas de réelle raison de dire ça. En fait, moi, c'est vrai que j'ai eu tout de suite cette impression de « et mince, ça va casser quelque chose entre nous, et je ne pourrai plus du tout faire comme si de rien n'était, revenir comme avant et avoir une relation professionnelle normale. » Et maintenant, on communique que par écrit, pour vous dire. Donc, et en fait, ça a été une remise en question, parce que forcément, moi, j'ai une attitude de « eh bien, désormais, je ne lui parlerai plus et je ne lui adresserai plus la parole et je ne la regarderai même plus. Bref, je ferai comme si elle n'existait pas. »
Et alors ça, c'est un petit besoin égotique de ne pas se sentir inférieur. Alors, tout besoin égotique n'est pas à jeter, attention. Encore une fois, les gens qui disent je ne veux pas, je veux me débarrasser de l'ego, ou je n'ai pas d'ego, ce sont des gens psychotiques en fait. On ne peut pas se débarrasser de notre ego. Notre ego, on en a besoin. C'est celui qui nous sert au jour le jour à affirmer notre personnalité. Mais encore une fois, l'ego est un excellent serviteur, un très mauvais maître. Il faut juste savoir s'en servir, tout simplement. C'est une question d'usage de l'ego finalement. C'est même pas de le remettre à sa place, parce quelle place en fait? Il est toujours là, il est toujours dans notre tête. En revanche, on sait s'en servir ou pas. Bref, petite parenthèse. Pour revenir au sujet, le besoin égotique de ne pas se sentir inférieur quand on s'est senti attaqué peut se transformer en petit désir de vengeance, effectivement. Et alors là, c'est très important de faire ce travail de reconnaissance de la projection de l'autre. Parce qu'il y a en fait, celui qui est inférieur, c'est celui qui attaque. Parce qu'il n'a rien trouvé d'autre, entre guillemets. Donc, c'est hyper important à nous de faire le deuil avec ça. Et alors, que se passe-t-il quand on a quand même communiqué ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que là, il n'y a plus cette énergie qui pourrit dans l'air, parce que vous imaginez, parfois il y a des rancœurs et des ressentiments qui sont gardés dans des familles, mais pendant des siècles, des générations entières, des années, des siècles, des générations, enfin vraiment ça peut durer longtemps, les rancœurs et les ressentiments. Et donc, quand elles persistent, bien qu'on ait exprimé ce qui nous a blessés, là, c'est qu'on a du mal à pardonner. Et donc, je me suis interrogée sur l'étymologie du nom pardonner. Donc, ça vient du latin perdonare, par et donner, qui veut dire en fait, comme en anglais d'ailleurs, dans le germanique aussi, forgive, qui veut dire donner complètement, remettre. Alors là, je trouve ça super intéressant. Parce que donner quoi ? En fait, on donne quoi quand on pardonne ? Et alors, il y a même l'étymologie du mot en allemand, vergeben, qui est un mot donc germanique, qui veut dire pardonner, abandonner complètement. Et donc, abandonner quoi ? Sa rancœur. En fait, on laisse sa rancœur. Et pourquoi ça bloque ? Parce que l'ego a le besoin de savoir que ça n'arrivera plus. L'ego se sent rabaissé. Alors que la vérité, c'est que ça n'a souvent rien à voir avec nous, en fait. C'est souvent, comme je vous disais, de la projection de l'autre, des biais cognitifs, etc. Mais c'est quand elle persiste, cette rancœur, c'est que vraiment, on a du mal à pardonner. On a du mal à laisser partir tous ces besoins égotiques. Mais également, je dirais que c'est vraiment cette sensation de s'abandonner à l'autre. C'est-à-dire, je te pardonne, pas forcément pour toi, mais pour moi. Et d'ailleurs, dans la définition du pardon, il y a écrit « Accorder le pardon d'une faute commise, ne garder aucun ressentiment d'une injure reçue ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail de communication, on est en capacité de lâcher tous nos petits besoins égotiques. L'ego qui avait besoin de ne pas se sentir abaissé, de ne pas se sentir inférieur, de se sentir important, de se sentir vu, de se sentir exister, etc. Et c'est vrai que là, finalement, dire « je suis rancunier » ou « je suis rancunière », c'est comme si ça justifiait en fait nos comportements, nos petits désirs de vengeance, alors qu'au fond, c'est juste une question de savoir s'exprimer et savoir pardonner. Aussi, il faut faire attention en fait à la rancœur parce que parfois, elle peut nous faire justifier certains de nos manquements à nos responsabilités grâce à des rancœurs qu'on a. Par exemple, et alors là, c'est un comportement qui est en fait très immature, très enfantin, très infantile, dans le sens où « Ah, bah toi tu m'as fait ça une fois, j'ai pas aimé, je te l'ai pas dit, et du coup, si tu me reproches la moindre chose, eh ben je vais te remettre ça à la figure, comme ça je peux me dédouaner de mes responsabilités. » Et ça, c'est hyper toxique de faire ça, c'est super enfantin. Il y a plein de gens qui le font, Il y a plein de gens qui le font où quand on leur dit quelque chose, ils vont nous mettre en pleine figure, en fait, nos propres manquements à nous d'il y a 3 mois auparavant, 4 mois auparavant, 1 an auparavant, 2 ans auparavant. Oui, mais toi, t'avais fait ça. Donc, moi, j'ai le droit de faire ça. En fait, sous-entendu, c'est ça qui se passe.
Et ça, c'est super malsain. Et d'où le fait de devoir absolument communiquer sur ce qui nous a blessés, sur ce qu'on n'a pas aimé, et d'en parler. Parce que c'est aussi ce qu'on a interprété de la personne. Il y a ce que la personne a dit, et puis il y a nos interprétations, qui sont tout à fait personnelles. Donc c'est hyper important de pouvoir en parler. Chacun regarde la vie à travers son propre trou de serrure. Parfois on ne se rend pas compte que nos propres mots ont pu blesser. C'est pour ça qu'il faut toujours en parler, mais avoir l'humilité, justement, d'accepter que peut-être on remet en question certaines de nos paroles, ou pas, ou qu'on les explique, ou d'accepter que c'est juste nous qui avons mal compris. Parfois c'est aussi des malentendus, on ne s'est pas compris, en fait. Il y a eu un malentendu, mal exprimé égale malentendu. Donc voilà, tout simplement pour dire que c'est hyper important de pouvoir s'exprimer, parce que sinon, on garde ça dans notre tête, dans un coin de notre tête, et on va le ressortir à tout moment. Et c'est hyper malsain. Alors que faire quand on n'a pas l'occasion, justement, d'en parler avec la personne ? C'est pas possible, soit la personne n'est plus là, soit c'est un contexte qui ne le permet pas. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas exprimer à la personne la façon dont on s'est senti. Et ben moi, je conseille toujours de faire la scène dans sa tête. De prendre le rôle de faire un jeu d'acting, carrément. Et vous allez voir que ça va déjà, dans votre propre inconscient, faire comme si il y avait eu... comme si on avait délié les mots, en fait. Je sais pas si vous connaissez les constellations familiales. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, justement, ils font beaucoup ce travail-là. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes de famille. Soit elles sont plus là, soit elles sont décédées, soit c'est un contexte qui fait qu'on peut pas dire à la personne, on peut pas parler à la personne. Et la constellation va mettre en scène le sujet épineux. Et c'est comme si là, on allait dire tout ce qu'on n'a pas dit depuis des années. On va délier les mots. Et là, il se passe des choses incroyables. Et là, la guérison est à l'œuvre. Donc moi, je conseille de faire ça. Sinon, il n'y a pas de secret. C'est... Après, il y a tourner la page, passer à autre chose, faire ce travail de pardon, apaiser notre cœur. Dès qu'on sent qu'on a cette pensée de rancœur, de besoin égotique, je limite bien le besoin égotique. Dès qu'on a cette pensée-là, revenir mettre de l'amour dessus, de l'apaisement, de la lumière, et se consoler soi-même. Donc ça peut être faire une activité qui nous passionne, manger une glace, ou tout simplement continuer. La vie continue. Après, voilà, on a 1 milliard de choses à se préoccuper dans notre vie à 1000 à l'heure, ou pas. Donc, c'est super important, de faire ce travail-là. J'espère que ce format vous a plu. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.